Salut à tous et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de moteur de rendu. Donc c'est une petite série de 3 vidéos, il y en a une sur le moteur de rendu classique et les différentes possibilités qu'on peut avoir nativement dans Cinema 4D, donc c'est cette vidéo. Et cette vidéo est aussi couplée de deux autres vidéos, une vidéo Redshift et une vidéo Octane. Je fais cette vidéo parce que je vais bientôt donner des cours dans une école. Et j'aimerais que voilà, les élèves qui aient envie d'approfondir puissent approfondir en se penchant par exemple sur Redshift ou sur Octane, chose que j'ai pas forcément le temps de montrer lors des cours et tout le monde n'a pas forcément le matos en classe pour pouvoir se pencher sur ces différents moteurs de rendu. Donc je voulais vraiment faire ce lot de 3 vidéos comme complément. Et voilà, donc en dehors des élèves, n'importe qui abonné à la chaîne peut aussi y accéder gratuitement. Donc voilà, ça va être un petit complément de cours. A noter que cette vidéo a été produite en novembre 2018, c'est-à-dire qu'elle va comporter plus de points que les anciennes vidéos, je suppose, et elle peut être obsolète sur certains points dans quelques années parce que les moteurs de rendu c'est quelque chose qui évolue très vite. Voilà pourquoi dans cette vidéo je ferai aussi un petit comparatif avec Octane et Redshift pour vous montrer que vous avez beaucoup plus d'avantages à partir sur un moteur de rendu GPU que sur le moteur classique, mais je fais quand même cette vidéo sur le moteur classique parce qu'on peut faire énormément de choses avec le moteur classique, notamment avec deux choses que j'adore qui sont le Sketch and Toon et les rendus low poly. Voilà, après cette petite introduction, je vais rapidement vous montrer des travaux qui ont été réalisés euh, au cours de ma carrière avec le moteur classique de Cinema 4D, tout simplement pour vous donner une idée et vous montrer qu'on peut quand même faire des choses jolies et stylisées avec le moteur classique de Cinema 4D. Le moteur classique de Cinema 4D, il est extrêmement puissant, il n'a pas forcément grand chose à envier à Redshift par exemple, mais il est beaucoup plus long. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais largement vous conseiller de partir sur un moteur de rendu GPU, mais certains de vos projets professionnels, vous pourrez les faire avec ce moteur classique, parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'il est intéressant de connaître sur ce moteur. Donc voilà, il y a aussi d'autres choses qui ont été faites. Voilà, ça c'était du moteur de rendu classique, et ça aussi c'était du moteur de rendu classique. Donc vous voyez qu'on peut faire des choses assez intéressantes, mais pour moi, la chose la plus intéressante qu'on ait produite avec ce moteur, c'était tous les petits films low poly qu'on a pu réaliser. Là ça a du sens, hein, c'est joli. Et encore aujourd'hui je pense qu'on pourrait de plus en plus facilement les faire avec Redshift. Et la deuxième chose qui va être vraiment énorme avec Cinema 4D, et ça c'est uniquement dans Cinema 4D, ça va être tout ce qui va être Sketch and Toon. Et là en termes de Sketch and Toon, en fait c'est des petits rendus qui vont être un petit peu design, et donc ça se rend très vite. Et ce genre de patte graphique on peut absolument pas l'avoir dans Octane Render ou Redshift Render, donc ça c'est très important pour moi de vous le montrer aujourd'hui, parce qu'en fait tout ce genre de petits projets stylisés qui marchent très bien aujourd'hui, qui ressemblent à du flat, à de la 2D, et bah ça marche carrément, et ça se fait avec Cinema 4D et pas avec un Octane Render ou un Redshift. Donc cette vidéo pour moi elle est vraiment importante pour ces points-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, professionnellement, en 2018, 2019, peut-être 2020, on utilisera encore le moteur de rendu classique de Cinema 4D pour ce genre de projet, le low poly et le Sketch and Toon. Le reste, je vous le dis honnêtement, après c'est mon point de vue, il y a sûrement des gens pour contredire et je dis pas qu'ils ont tort, mais partez sur du GPU, vous pouvez comparer avec les autres vidéos que je vais sortir, ça n'a rien à voir, on passe à une vitesse qui peut être 50 fois supérieure. Mais ce genre de rendu qui est de la 3D et qui ressemble à quelque chose qu'on aurait pu faire avec labeur dans After Effects, c'est tout simplement de la 3D. Et donc ça peut faire gagner vraiment un temps fou. Donc je trouve ça quand même assez impressionnant tout ce qu'on peut réaliser avec le Sketch and Tool. Donc ça va être l'objet de notre vidéo aujourd'hui, ça va être de se pencher sur le moteur classique, de voir un petit peu ce qu'on peut faire en low poly et de voir un petit peu ce qu'on peut faire en Sketch and Toon. Et vraiment pour le reste, allez voir les deux autres vidéos sur Redshift ou sur Octane, téléchargez les démos et faites-vous une idée. Mais voilà, si vous voulez vraiment faire une carrière de motion designer et faire appel à de la 3D, à du cinéma 4D, je recommande grandement de faire appel à du GPU. Voilà, cette introduction était un petit peu longue, mais ça pose les bases.
Et comme je dis, voilà, c'était un petit complément de ce que je peux présenter en classe. Du coup, je peux me permettre de blablater un petit peu plus. Je vais pas du tout regarder le temps sur la vidéo aujourd'hui. Ça peut être une vidéo qui fait une demi-heure, ça peut être une vidéo qui fait 1 heure. Le but, c'est que j'essaye de vous transmettre au maximum comment on fait un putain de rendu dans Cinema 4D. Voilà, c'est dit. Alors comment est-ce qu'on fait un rendu dans Cinema 4D? Comment est-ce qu'on rend une animation? Comment est-ce que ça se passe? Alors Cinema 4D, il a une timeline tout en bas qui est en frame. Dans ses paramètres de projet, donc en cliquant sur ce petit bouton, on a un frame range, donc ça va être ce qu'on va vouloir rendre. Donc si on veut faire un rendu en image fixe, on va rester en frame range. Mais si on veut tout rendre, on va cliquer sur All Frames. Donc voilà comment on fait de l'animation. Ça c'est déjà une première étape. Ça va être de rendre plusieurs frames. Alors en 3D, on va travailler avec des séquences d'images qu'on va mettre bout à bout et qu'on va assembler dans un logiciel comme After Effects. On peut aussi travailler avec des formats vidéo. Vous voyez, on peut aussi rendre du MP4 et ce genre de choses. Mais pourquoi est-ce qu'on va préférer travailler avec des séquences d'images? Raison numéro 1, ça va être moins compressé. Et raison numéro 2, la 3D, ça prend du temps à rendre. Et imaginez par exemple que votre rendu plante, parce qu'il faut le dire, la 3D, c'est quand même un domaine qui est assez instable en termes de rendu. On peut faire face à plein de problèmes, surtout quand on a des scènes qui sont un peu lourdes. Bah, si ça plante à la frame 35 et que chaque image met 10 minutes à rendre, eh bien, quand on rend en format film, on va avoir un film qui la plupart du temps va être corrompu. Donc le fait de rendre en séquence d'images, en PNG, bah voilà, si ça plante à la frame 35, on peut rouvrir son logiciel et recommencer et rendre la suite. Voilà pourquoi est-ce qu'on va travailler pour deux raisons. Donc numéro 1, la compression, la quantité d'informations. Voilà, il y a des formats comme l'OpenEXR qui sont des formats euh, qui peuvent contenir le linéaire, voilà, sur lesquels on peut travailler en linéaire workflow. Donc ça nous laisse beaucoup plus d'informations pour faire de la post-production. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut retrouver dans des formats vidéo. Donc on peut aussi faire appel à ce qu'on peut appeler le deep compositing grâce à des formats comme le OpenEXR. Mais ça va être l'objet de la suite de notre vidéo. Je vais vous le montrer aujourd'hui, mais on va pas l'aborder tout de suite. Mais c'était juste pour vous dire qu'en 3D, voilà comment est-ce qu'on travaille. Donc on fait de l'animation en rendant des séquences d'images. Donc je vais prendre mon moteur de rendu classique. Donc vous n'aurez pas ces petits boutons en bas, hein, tout simplement, quand on lance Cinema 4D. Il n'y a pas tous ces boutons. Voilà, il y a marqué renderer en haut, et c'est là qu'on choisit ces différents moteurs de rendu. Donc Cinema 4D, il est, on va dire, livré avec 3 moteurs de rendu et 2 moteurs de prévisualisation. Alors c'est pas tous des moteurs, mais appelons-les des moteurs, ce sera plus simple. Il y a le standard, donc le standard c'est le plus classique, c'est le plus simple aussi, et c'est lui qui va nous intéresser aujourd'hui, parce qu'il va nous permettre d'aller chercher les effets Sketch and Toon, et d'être très rapide au niveau du rendu. Le Physical, ça va être un moteur qui va être un petit peu plus précis. Alors là, on a du coup plus accès à son Sketch and Toon. Et du coup, ça va être un moteur de rendu moins stylisé, mais qui va pouvoir faker des propriétés de la réalité, comme de l'illumination globale. On va aussi pouvoir faker de la profondeur de champ et toutes ces choses qui vont être assez intéressantes. Et on a ProRender, donc ProRender qui est un moteur de rendu GPU de Cinema 4D, c'est-à-dire qui va calculer comme Octane ou Redshift avec comment ça s'appelle, avec le GPU. Mais pour moi, le gros problème, c'est que il ne fait pas le poids. Alors encore une fois, hein, c'est personnel, hein, je dis pour moi, il ne fait pas le poids comparé à un Octane ou un Redshift, tout simplement parce que son développement est plus récent, il y a moins de possibilités. Mais il est intégré à Cinema 4D, donc il n'y a pas besoin de payer, contrairement à Redshift et Octane, qui sont respectivement à environ 500 et 600 et quelques euros chacun. Donc voilà, pas d'investissement à faire, mais aujourd'hui je parlerai pas de ProRender. Il y a déjà une vidéo ProRender qui a été faite sur la chaîne, donc si ça vous intéresse, j'essaierai de laisser un lien en description. Aujourd'hui, on va juste s'intéresser au standard. Pareil, le Physical, pour moi, c'est ce qu'on peut appeler un mauvais Octane, et il va être assez long. Donc, comme je l'ai dit aujourd'hui, on est en fin 2018, je vais vous expliquer ce qui peut être utile pour gagner de l'argent et travailler dans une boîte. Donc pour moi, c'est le standard, c'est du low poly, c'est du Sketch and Toon, et le reste,
ça a pas d'intérêt parce que c'est pas stylisé, ce sera juste plus lent et moins beau que Octane. Et voilà, je sais qu'on peut arriver au même genre de résultat, mais c'est pas intéressant. Petite parenthèse terminée, voilà. Et on a Software OpenGL et Hardware OpenGL qui vont du coup nous permettre de rendre directement une animation de prévisualisation. Donc je vais vous le montrer tout de suite. J'ai une sphère là, je suis très content. Je mets une clé à 0 et je mets une clé à 90. J'ai envie de prévisualiser le tout. En 3D, on est très rarement en prévisualisation en temps réel parce qu'on travaille avec des scènes lourdes, avec beaucoup de paramètres. Donc pour se lancer une petite prévisualisation, hein, c'est un peu l'équivalent d'une prévisualisation RAM dans After Effects, on peut cliquer sur Software OpenGL et lancer le petit bouton Play. Et donc là, il va nous calculer frame par frame si on passe bien en Output All Frames. Et du coup, je vais pouvoir visualiser donc, dans ce petit visualiseur qui va stocker mes images soit sur mon disque dur, soit dans ma RAM, hein, si j'ai pas de chemin qui est précisé, il va stocker le tout dans la RAM et c'est possible de changer du coup la quantité d'images qu'on veut avoir stockées pour éviter d'avoir ce nouveau petit calcul. Mais voilà, c'est pour avoir une idée un peu plus précise de ce que va donner notre animation dans le Live Viewer. C'est assez intéressant à connaître pour faire tout ce qui est animatique. Parce que généralement avec un client, on va vouloir une validation des mouvements de caméra et je sais pas, des mouvements des personnages avant de lancer son rendu définitif. Après, si votre client n'est pas trop éduqué, des fois il faut jouer la carte du rendu final tout de suite, mais si on passe le temps correct pour dire à son client il faut se concentrer sur les caméras, sur le placement des objets, etc., etc., ça vaut le coup d'envoyer ce qui s'appelle une animatique. Voilà. Donc là on est en standard. Comment est-ce qu'on fait un rendu? Eh bien on clique ici tout simplement. Voilà. Et là ça va me lancer un rendu. Donc là il va calculer chaque frame. Et je vais avoir une super séquence d'animation. Voilà. Hop. Voilà, donc ça c'est mon animation. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas très joli. Mais c'est la première base. Alors comment est-ce qu'on améliore ces rendus en standard? C'est ça le vrai sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et on va le voir tout de suite. Alors il y a plusieurs petits paramètres qu'on peut ajouter dans Effet. Et c'est ça qui va vraiment nous intéresser. Un premier effet qui va être intéressant, ça va être l'occlusion ambiante. Donc je vais mettre un sol. Et je vais mettre cette sphère, voilà, sur mon sol, hein, tout simplement. Je vais supprimer l'animation. Ouais, j'avais oublié d'enlever mes clés, donc du coup elle est revenue sur le sol, pardonnez-moi. Et je vais lancer un petit rendu. Donc là on voit qu'il se passe tout simplement rien sur le sol. Et en fait l'occlusion ambiante, ça va nous permettre d'avoir des ombres qui vont être du coup de là à sur le sol. Donc c'est les ombres d'un objet par rapport à un autre. Et donc là je clique et on voit mes ombres qui apparaissent. Première grosse étape, on a déjà gagné pas mal de réalisme en activant l'ambient occlusion, parce que même si vous faites du low poly, c'est toujours mieux avec l'ambient occlusion. Ensuite on a plein d'autres petits paramètres et le deuxième qui va être vraiment intéressant pour nous, ça peut être la global illumination. Donc la global illumination, je vais pas tout expliquer dedans, mais ça nous permet d'éclairer notre scène avec ce qu'on peut appeler un ciel HDR et avoir du color bleeding, donc les couleurs qui éclairent les autres matériaux si on a des matériaux luminescents. Ça peut paraître un peu abstrait comme concept, mais je vais vous l'expliquer genre très très vite fait. Donc cette vidéo, hein, elle est vraiment un peu plus sur les bases, vous inquiétez pas, on va venir à la stylisation, au low poly, tout ça, tout ça. Mais vraiment, c'est juste pour vous expliquer des principes que je n'expliquerai même pas dans les vidéos Redshift et Octane, puisque dans Redshift et Octane, en tout cas dans Octane, il y a déjà de l'illumination globale de base. Dans Redshift, non, c'est à nous de la mettre, mais on travaille tout le temps avec. Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer un petit peu les principes. Donc là, je vais avoir un matériau que je vais placer en luminance. Et ce matériau, je vais le mettre voilà, sur ma capsule. Donc sans Global Illumination, j'ai quelque chose qui est absolument plat. Et avec l'illumination globale, voilà, ce matériau va émettre
de la lumière. Donc du coup, on a un rendu qu'on peut appeler physique. Donc là, si je mets une brightness par exemple à 500, on voit qu'il y a une petite passe de précalcul et ça éclaire notre scène. Et donc il y a plein de petits paramètres à prendre en compte dans l'illumination globale. Il y a plein de paramètres. Donc Irradiance Sketch, je vais prendre, et je crois que c'est Radiosity Map. Et du coup, on va avoir normalement des paramètres, voilà, d'intensité, saturation, et on peut avoir plus de contrôle sur les samples, etc., etc. Hop. Donc tout ça, c'est pour avoir des choses plus rapides au niveau du rendu. Voilà, vous voyez que ça a calculé déjà beaucoup plus vite que tout à l'heure. Parce que l'illumination globale, le problème c'est que ça prend beaucoup de temps à calculer quand on est avec un moteur de rendu CPU, comme celui que j'utilise aujourd'hui. Deuxième chose qu'on peut faire du coup, ce que je vous ai dit, c'est qu'on peut éclairer notre scène avec un ciel. Donc là je vais prendre un sky. Et donc sur mon sky, je vais pouvoir venir mettre un matériau avec, dans le canal luminescence, ce qu'on appelle une texture HDR. Donc moi je vais aller chercher dans mes textures, je vais taper HDR, je dois bien avoir un dossier HDRI. Voilà, et je vais prendre voilà, je vais prendre celui-là, tout simplement. Et donc ça va influencer donc les réflexions de ma scène, mais aussi l'éclairage. Donc par exemple, je vais mettre un petit matériau sympa et je vais aussi le mettre sur la sphère et on va ajouter de la réflectance. Voilà, avec un niveau assez bas pour le moment, voilà. Mais du coup, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc vous voyez que ça prend un petit peu plus de temps, mais du coup là j'ai les réflexions de mon ciel, j'ai mon occlusion ambiante et j'ai un éclairage qui est directement lié à mon ciel. Ça c'est les grosses bases de comment faire un rendu classique dans Cinema 4D. J'irai pas forcément plus loin sur ces points, hein. Je pense que maintenant c'est assez clair. Si on veut rendre une animation, eh bien, je choisis un point. Je choisis la fin. La timeline, je peux augmenter sa durée. Voilà, tac. Et on peut mettre des clés un petit peu sur tout ce qu'on veut dans Cinema 4D, mais ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ça, je pars du principe qu'on l'aura peut-être déjà vu ou j'en sais rien. Et voilà, et hop. Ah, j'avais oublié de mettre une clé. Ah bah non, c'est bon. Tac, j'étais pas dans ma caméra. Donc je vais mettre une clé sur ma caméra à ce moment-là. Et à ce moment-là, voilà, c'est juste pour vous montrer que ça va bouger, hein. Quand je vais un petit peu vite, je peux faire des petites erreurs. Hop, et comment est-ce que je lance un rendu? Je vais choisir mon format d'enregistrement, je vais choisir le tout et je vais cliquer du coup sur play. Et là, il va se mettre à tout me calculer. Et là, on voit déjà que ça prend un petit peu plus de temps quand même. Mais ça reste relativement rapide parce que je suis sur quelque chose de simple. Il va falloir attendre que toutes mes images soient calculées. Et à la fin, ça me fait une animation. Et j'ouvre After Effects. Et dans After Effects, j'aurai tout simplement à faire importer séquence d'images. Voilà, j'en profite pour prendre un petit peu de Delicious Homemade Tea. Voilà, super. Parce que il faut bien un petit peu de réconfort et de courage pour le tuto. Voilà les grosses bases qu'il faut connaître pour faire un rendu. Mais maintenant, place à la stylisation et ce qui nous intéresse. Donc dans Cinema 4D, comment est-ce qu'on fait du low poly? Eh bien, c'est super simple. On peut prendre n'importe quelle mèche de base. Et on a des super déformateurs qui sont prévus pour déformer le tout. Donc là, si on revient sur les projets qu'on a fait, le but c'est de créer tous nos assets par rapport à tout ça. Donc forcément, il y a des assets qui ont été modélisés. Ça, par exemple, c'est de la modélisation. Et on va faire exprès d'avoir moins de polygones. Mais là, tous les petits bâtiments de Genève,
on les a modélisés par rapport à des références de vrais bâtiments. Pareil le personnage, pareil tous ces trucs là, mais par exemple tout ce qui va être arbre, tout ce qui a été eau, etc., c'est fait avec des petits déformateurs plutôt sympas. Et ce déformateur, c'est le Polygon Reduction. Alors je dis déformateur parce que dans toutes les versions jusqu'à Cinema 4D R19 je crois, c'était dans les déformateurs. Maintenant c'est dans ces outils là. Donc voilà, comme j'ai dit en début de vidéo, ça évolue. Donc quand on regarde une vidéo, il faut vraiment considérer l'instant auquel... je vais en perdre mon français, il faut vraiment considérer le moment auquel la vidéo a été faite. Si c'est pas français, dites-le moi en commentaire. C'est difficile de rester concentré sur, sur plein de sujets. Donc là, je mets mon objet dans le Polygon Reduction et je viens supprimer le tag de Phong. Donc le tag de Phong, c'est une espèce d'algorithme qui va venir lisser mon objet. Et là, voilà, dans mon décor, j'ai déjà un chien low poly. Alors ce qui est vraiment très séduisant avec le low poly, c'est que du coup, quand on fait un rendu, je vais supprimer l'illumination globale parce qu'elle m'intéresse pas, c'est que la manière dont vient taper la lumière, ça fait des angles francs. Et donc très rapidement, on a une stylisation que personnellement, j'adore. C'est un style que j'aime vraiment beaucoup. Et on peut renforcer aussi cet effet en mettant notre objet dans un Atom Array. Alors j'ai changé pour essayer de m'adapter un petit peu plus au tuto anglais que je fais maintenant sur la chaîne. J'ai passé mon Cinema 4D en anglais. Mais pendant très longtemps, pendant 5 ans, je l'ai utilisé en français. Donc je peux avoir quelques petites hésitations tout simplement par rapport à ces changements. Même quand on fait un clic droit, l'ordre du coup comme il est alphabétique, ça m'a changé 2-3 petits repères. Mais c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. Et voilà, là je peux du coup me créer un Atom Array. Voilà, pour créer ces petites délimitations qui vont être sympas sur mon objet. Et donc on peut facilement créer des arbres. Voilà, on va se prendre une sphère, tout simplement, par exemple. La sphère, je lui supprime son tag. J'appuie sur C, ou sinon je vais prendre une sphère, par exemple un icosaèdre, puisque c'est fait du coup de triangles. Je viens mettre un displacer à l'intérieur. Donc le displacer, c'est tout simplement ça permet de faire un déplacement par rapport à un bruit ou à des choses, voilà, à une map, voilà, hop, ça commence. Et maintenant je peux mettre tout ça dans un Polygon Reduction, hop, et là j'ai du coup une intensité, et maintenant il n'y a plus qu'à reshaper le tout. Je peux aussi toucher à des points de la sphère, hein, si ça m'intéresse. Je peux faire des sélections, les déplacer, et ça adaptera un peu la shape de mon objet. Et après j'ai plus qu'à faire un tronc, et bien évidemment il y a tout un travail de couleur à faire. Donc voilà, je peux mettre un shader plutôt simple. Je vous montre comment on avait fait hein, pour ces projets. GGX peut-être à 5%. Color, et là dans Color je peux par exemple prendre un Gradient, et dans le Gradient, première couleur qui peut être un peu verte, et la deuxième couleur elle peut partir à être un vert un peu plus clair. Après je peux évidemment changer l'orientation de ce Gradient, et reste plus qu'à faire un tronc, et là très rapidement je vais pouvoir me créer des choses vraiment très sympathiques pour tout ça. Donc ça c'était le premier film, et ça c'était le deuxième film. Donc vous voyez, tout a été stylisé. Ça par exemple l'astéroïde, c'est le genre de technique qui a été utilisé. Pareil, il y a du déformateur. Donc une fois qu'on connaît les techniques, maintenant on les voit beaucoup plus facilement. Voilà pour le low poly. Je pense que vous avez compris le principe. Et ce qui est génial, et pourquoi est-ce que je vous ai montré le low poly, c'est que ça rend hyper rapidement. Donc là on peut vendre une vidéo à un client, parce que là regardez, je clique sur play, on peut se permettre d'attendre. Même quand on est indépendant maintenant, aujourd'hui en 2018, on peut faire un film en low poly, et si on fait appel à une render farm, ça coûtera pas cher du tout. Maintenant on va passer à ce qu'on appelle le sketch and tune. Et ça pour moi c'est
la plus grosse raison de rester sur le moteur de rendu standard, c'est le Sketch and Toon tout simplement. Donc ça permet de créer des lignes. Et il y a d'autres moteurs dans Octane, ils ont ajouté un truc Toon. Et dans Arnold aussi, mais c'est juste pas à la hauteur d'un cinéma 4D. Regardez ça, ça c'est du Sketch and Toon. Voilà, ça c'est tout simplement du Sketch and Toon. Et c'est juste génial parce que ça permet de créer des vidéos très stylisées. Alors il y en a une qui n'a pas été mise sur mon Behance mais qu'on avait fait avec Maxime Tibergien qui était pour Bouygues. Et on avait repris des endroits de Paris avec Google Earth. Et on avait tout simplement ajouté du Sketch and Toon. Et le client était super impressionné parce qu'il était vraiment en mode waouh, c'est génial, ça donne. C'était un projet pour Bouygues Bâtiment, donc c'était de l'architecture. Et il voulait un dessin, un style un peu dessin d'esquisse, dessin d'architecte. Et donc le client était vraiment trop content. Et il avait vraiment l'impression qu'on s'était donné du mal. Parce que je veux dire, en 3D, les perspectives sont parfaites, on peut pas faire d'erreur. Moi je suis pas un dessinateur très bon. Et pourtant, la perspective, voilà, c'était ce genre de rendu. Ben, je veux dire, il peut pas y avoir d'erreur puisque c'est de la 3D. Donc quelqu'un de mauvais, il peut vraiment, de mauvais en dessin comme moi, il peut vendre un projet et faire croire au client. Après, c'est le client, il paye pour un résultat, donc c'est pas non plus du mensonge, mais vous pouvez faire un projet rapidement, qui a un style, qui soit vendable, qui ait une patte originale et que ça ne vous prenne pas trop de temps. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que tout simplement, je ne suis pas né avec Octane dans les mains et j'ai fait mes 2 premières années de freelance dans ma carrière sans Octane Render. Et donc j'ai cherché d'abord à gagner des sous parce que c'était le but. Et donc j'ai fait des projets low poly et des projets Sketch and Toon. Voilà pourquoi j'en parle, parce que c'est possible de le faire si on n'a pas tout ça et on peut vraiment faire des trucs super bien. Et ça c'est entre vous et moi, mais les dernière petite anecdote marrante. On avait fait des démos sur un salon avec Microsoft, qui sont des gens super cool, on adore, ils nous soutiennent avec la surface. Et donc du coup on nous avait demandé, voilà, de présenter un peu la surface. Et voilà, regardez le petit malin. En fait, je redessinais par-dessus le dessin que j'avais déjà fait. Donc là, j'avais rajouté des traits, j'avais fait semblant de tracer des perspectives et tout. Mais du coup, pour tous les gens qui étaient venus dans ce showroom privé, ils disaient waouh, sympa la surface, on peut vraiment dessiner des trucs cool. Et c'est vrai, on peut vraiment dessiner des trucs cool. C'était juste que moi, je savais pas dessiner et voilà, j'avais envie de m'éclater. On avait quand même été appelé sur ces salons pour montrer la 3D. Ça, c'était juste un petit kiff perso. Mais juste pour vous dire que c'est faisable, on peut vraiment faire des trucs cool qui ressemblent à du dessin dans Cinema 4D. Voilà, c'était une petite lettre de déclaration d'amour à Sketch and Toon. Hop, donc comment est-ce que ça fonctionne Sketch and Toon, eh bien on va supprimer Global Illumination et Ambient Occlusion. On va se faire craquer les doigts. Et on va cliquer sur Effect et on va aller dans Sketch and Toon. Alors j'ai quelques tutos Sketch and Toon sur la chaîne. Je vous les linkerai aussi parce qu'ils sont un petit peu plus complets que ce que je vais montrer aujourd'hui. Aujourd'hui c'est juste une vidéo sur comment faire des rendus et comment faire des animations avec Cinema 4D, vraiment la base. C'est juste ce que je dis, c'est un complément de cours pour ce que je pourrais pas montrer jeudi à mes élèves. Donc voilà, on clique sur moteur de rendu standard, hein, c'est en Physical et dans les autres moteurs de rendu, on n'aura pas l'effet Sketch and Toon tout simplement. Et une fois qu'il apparaît, il est ici. Donc on peut l'activer ou le désactiver. Et il y a pas mal de petits paramètres, hein. Donc Load Style, Save Style, Line. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a cet onglet Line? C'est parce qu'il nous attribue un matériau de base. Alors moi je veux pouvoir contrôler absolument tous les matériaux que je fais. Donc je vais cliquer sur Clear. Voilà, j'ai pas envie qu'il m'applique des matériaux de base. Parce que tout ça, je peux venir le contrôler directement quand on va venir appliquer un matériau Sketch and Toon. En fait, Sketch and Toon, il va avoir des paramètres sur son matériau, mais il va aussi ajouter ses propres paramètres ici. Voilà, donc c'est juste que je préfère tout contrôler dans Sketch and Toon. Et je me débarrasse du default visible. Dans render pareil, bon ça on va le laisser comme ça. Et dans shading,
voilà, on peut choisir un background. Donc là, si je fais un rendu, hein, tout simplement, hop, hop, et je clique sur rendu, j'ai ma sphère et c'est sur un background blanc. Donc ça, c'est un peu les trucs à connaître. Là, le background, je peux très bien lui changer sa couleur. Mais si je ne veux pas de background et que je veux récupérer par exemple de l'alpha pour faire moi-même mon background dans After Effects, je vais cliquer sur background off et dans save, j'irai cliquer sur Alpha Channel. Donc par exemple, si vous faites une balle rebondissante uniquement dans Cinema 4D et que vous avez envie de contrôler la couleur du fond avec des solides dans After Effects, faites-le parce que peut-être que le client aura envie de changer et de passer du bleu au rouge. Voilà, donc ça c'est pour avoir plus de contrôle, mais si vous avez envie de faire vous-même dans Cinema 4D, background color, ou vous pouvez aussi mettre une texture. Ensuite, dans les objects, on va pouvoir aussi choisir différents modes d'ombrage. Ces modes d'ombrage, ils peuvent aussi se contrôler directement sur le matériau quand on clique sur Shading. Donc ça, généralement, j'y touche pas trop. Et dans Editor Display, on peut displayer, faire apparaître les lignes. C'est quelque chose qui peut être assez intéressant parce que là on va pouvoir ajouter dans Lines les différentes lignes qu'on va avoir envie de tracer. Par exemple triangulation, j'aime bien, ça donne un rendu sympa, intersection, etc., etc. Mais par rapport au rendu final, c'est une prévisualisation de merde. Vraiment, je dis le mot, c'est vraiment de la merde. Et il y a un deuxième truc à savoir avec Sketch and Toon, c'est que déjà cette prévisualisation elle est naze, elle représente rien. Mais Sketch and Toon, entre le moment où on clique sur Render View et le moment où on clique sur Rendu Final, il y a encore une différence de qualité. Donc quand vous faites du Sketch and Toon, dites-vous que ce que vous voyez dans la Render View sera différent de votre rendu final. Et ça c'est vraiment un truc important. Généralement les rendus sont un peu plus fins dans les rendus. Et moi ça m'est déjà arrivé de faire l'erreur et de me dire waouh ça rend vraiment bien. Et quand j'ai cliqué sur ce rendu là, bah, en fait tous les traits étaient moins épais. Donc ça c'était relou. Ok, donc comment ça marche? Voilà, Sketch and Toon. Je remonte hein, tout simplement. Je suis sur le moteur de rendu standard. J'ai pas d'effet. Je vais dans Effect. Je vais chercher ce qui s'appelle Sketch and Toon. Sketch and Toon, il est là. On l'active ou on le désactive ici. Dans Lines, personnellement, je vais enlever le matériau par défaut. Donc là, il a été créé et on va pouvoir en créer plein d'autres. On va le voir. Et dans Shading, je peux me débarrasser du fond si j'en ai envie ou pas. Et c'est les premières choses à connaître pour pouvoir faire un rendu. Donc ça va être nos rendus qui vont être les lignes. Donc comment est-ce que j'en crée un nouveau? Je vais dans Create, Shader et on va avoir Sketch Material. Donc là je vais pouvoir en créer plein de différents. Donc, ça c'est par exemple le contour. Et pour l'appliquer à un objet ou un matériau, prenons Elephant Base. Ce sera un petit peu plus sympa de travailler sur un éléphant que de travailler sur comment dire, sur une boule. Voilà, l'éléphant, il est sympa, il est beau. Je vais lui faire glisser un contour. Mais on va aussi voir que je vais du coup garder sa couleur. Donc par exemple, si je mets un matériau sur mon éléphant, donc il y a un ordre hiérarchique de gauche à droite, donc je mets le Sketch and Toon en dernier, et que par exemple mon éléphant il est, j'en sais rien, en rouge, bah dans le Sketch and Toon, je vais garder ce côté un peu rouge et les contours. Du coup, si je veux que les contours, qu'est-ce que je fais? Bah, je désactive le canal color et je désactive le canal réflectance et je viens cliquer sur luminance. Donc luminance en fait, si j'ai juste le canal luminance de cocher, ça me fait des matériaux super plats. Donc là j'ai un matériau qui est vraiment tout plat. Et si je clique sur play, j'ai que mon contour. Maintenant ici je vais pouvoir choisir de... Enfin voilà, peut-être triangulation. Triangulation j'adore, ça donne toujours un petit résultat sympa. Donc là ça prend plus de temps. Sketch and Toon ça peut prendre du temps. Et là waouh, Maxime le designer, c'est trop cool. Et j'ai rien dessiné. J'ai rien dessiné. Et ce qui est génial, c'est que la perspective est juste parfaite. Je change d'un angle. Donc si vous faites, je sais pas, par exemple, vous êtes graphiste et
vous devez faire l'affiche du salon du tatouage ou j'en sais rien, un truc qui a besoin d'avoir un style comme ça, bah vous le faites. Oui, je sais, je bois encore du thé. Et là, je vais faire current frame juste pour vous montrer que normalement, le résultat va être un petit peu différent. Normalement, il y a un poil plus de finesse sur mon rendu. Et vous voyez qu'il met plus de temps à calculer que l'aperçu. Donc ça, c'était juste la petite anecdote. Il a l'air même plutôt long à générer le tout. Ça peut être un bug aussi, hein, là j'utilise la version Cinema 4D R20 et j'ai jamais fait de Sketch and Toon dessus parce que j'en ai pas encore eu l'occasion. Ça a l'air de marcher, mais là vous voyez on est déjà sur des rendus qui sont beaucoup plus longs. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi long, je sais pas. Je sais pas. On va attendre hein, tout simplement. En attendant, je peux vous dire que si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin sur Cinema 4D, vous pouvez suivre la formation complète de Sylvain Favre. Donc voilà, elle est à 85% au lieu de 180 €. Et comme c'est une vidéo qui est quand même destinée à des étudiants ou à des très débutants, n'hésitez pas à envoyer un message perso à Sylvain Favre sur Facebook et on pourra vous faire encore une réduction. Voilà, notre but c'est que vous puissiez apprendre. Donc voilà, ça c'est juste pour les gens qui regardent cette vidéo. Voilà, puis tout ça c'est du moteur de rendu classique. Ça vous donne toutes les bases, donc vous allez modéliser ça, vous allez modéliser énormément de choses. C'est une formation de 35 heures et franchement c'est la meilleure formation pour commencer Cinema 4D. Bon, il est toujours en train de générer nos lignes. Fine, là il m'emmerde, hein, disons le mot. Sur Cinema 4D R20, si vous avez ce problème, bah essayez sur Cinema 4D R18, j'en sais rien. Mais la différence est quand même assez ouf. Après, c'est peut-être par rapport à l'angle que j'ai choisi. Donc là, c'est pour vous montrer un peu les problématiques qu'on peut avoir parfois avec du Sketch and Toon, c'est que ça peut prendre plus de temps. Ok, on va continuer. On va pas chercher à résoudre ce problème. La 3D, il y a énormément de problèmes. C'est ce qui rend ce métier en même temps passionnant et compliqué. Donc ici, je vais pouvoir contrôler toutes les lines qui vont être tracées. Contour, spline, edges, border. Du coup, on peut même faire des matériaux wireframe et tout ça. Shading, c'est pour avoir des ombres. Donc ça, on le verra tout à l'heure. Moi, pour le moment, ça m'intéresse pas. Si je veux éviter d'avoir mon ombrage et mes lignes par-dessus, je peux créer n'importe quel matériau luminescent pour appliquer une couleur flat. Et au niveau de la hiérarchie, je viens placer à droite mon sketch style tag. Et alors comment est-ce que je viens contrôler alors c'est lequel que j'ai fait glisser sur l'éléphant, ça m'a l'air d'être celui-là. Comment est-ce que je viens contrôler mes traits? Et bien quand je double-clique ici, j'ai une autre fenêtre qui arrive. Il y a vraiment pas mal de paramètres qui vont être sympas. Donc par exemple les strokes, je vais pouvoir choisir de tracer des patterns. Et des patterns, il y en a plusieurs. Je peux aussi les animer, hein, tout est animable. Donc vraiment je peux faire des trucs super cool. Adjustment. Ça c'est pour avoir du dépassement par exemple. Donc je sais pas, mettons 25 et 25 avec une variation de 10 et 10. Et là si je lance un nouveau rendu, je devrais avoir du dépassement sur mon matériau. Alors est-ce que c'était le bon? Est-ce que c'était sur celui-là que je travaillais? Super. Ok, du coup je vais revenir ici, je vais cocher Triangulation et dépassement, je vais mettre 5, 5 avec une variation de 2 et 2. Je reclique sur rendu. Et vous allez normalement voir le même résultat qu'on avait avant, mais avec des dépassements. Voilà, donc ça donne un côté un peu plus dessin, un peu plus fun. Et la dernière chose que je vais trouver cool, ça va être distort. Déjà ça permet de faire une petite légère distorsion sur nos traits. Donc ça va être cool. Là je vais mettre strength, je vais mettre
1, juste ou 2, que ça fasse un peu plus la mimique d'un tracé. Thickness, pareil, je peux activer de l'épaisseur, par exemple, par rapport à la distance. Donc plus l'objet normalement va être loin, plus il va être moins épais, je crois. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Là voilà, strength, je sais pas, je le mets à 25. Le but c'est d'arriver à créer un résultat qui peut être réaliste. Et je peux aussi m'en créer une animation, c'est ça qui est absolument génial. Voilà, 25, 35 ce sera bien. Opacité c'est pareil. Et là il y a plein de différents modifieurs qu'on peut avoir. Et ce que j'adore c'est le clone. Et clone strokes, ça va faire comme si j'étais passé plusieurs fois sur mon objet. Clone strokes. Voilà, donc là il est très dense. Et au niveau des répétitions, je peux choisir le nombre de répétitions. Je peux choisir un start, une end, un offset, une épaisseur, une opacité. Donc là par exemple l'opacité, je sais pas, je vais peut-être la mettre à 5. Et thickness à 12. Voilà. Après on a un onglet animate, tout ça, tout ça. Mais voilà, très rapidement je peux arriver à générer un rendu cool. Ah, pour moi il est toujours trop épais, donc je peux mettre peut-être que 2 répétitions. Peut-être que 2 répétitions ce sera quelque chose qui sera plus agréable visuellement. Ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air pas mal détaillé. C'est encore un peu épais, donc thickness, scale, opacity, je sais pas, par exemple si je fais 2, thickness 2, scale, je sais pas, 50, scale 50. On teste, hein, on fait des essais tout simplement pour trouver des résultats qui sont plus probants. Ça me semble pas trop mal, ça me semble dessiné, et là je pense un client serait content. Voilà, donc j'ai aucun talent de dessinateur et j'ai fait quelque chose de super stylisé. Et là, en un rien de temps, je peux me créer tout un monde parce que ce qui va être génial, c'est que l'éléphant, il a son copain le chien, son copain le chien géant. Ouh, génial. Il est super content, le chien géant. Hop, voilà. Et là, bah tout simplement, contrôle et je duplique. Et je vais avoir du coup l'effet qui va être appliqué sur mon chien aussi. Donc là, l'éléphant et le chien sont bien copains. Et donc une fois que j'ai créé un matériau, une fois que j'ai créé quelque chose qui me plaît, bah, je peux vraiment créer toute une vidéo en entier, stylisée, tout ça. Donc là, ça met vraiment beaucoup plus de temps à générer. Puis encore une fois, je vous ai dit, ça dépend des effets qu'on fait sur l'objet. Sketch and Toon, ça peut être vraiment très rapide ou vraiment très long. Ça dépend du nombre d'intersections, ça dépend de tellement de choses. Ça dépend de notre mesh, parce que bah, en fait, on trace des lignes par rapport au mesh de notre objet. Donc là, vous voyez, là, je vais peut-être arriver sur des rendus qui sont un peu plus longs. Mais pour de la 3D, ça reste quand même relativement agréable, accessible et tout ça. Tac, tac, je vais revenir sur mon copain l'éléphant. Voilà un petit peu le Sketch and Toon. Je peux l'appliquer vraiment à tout. Ça peut aller sur un objet, sur mon cube. Voilà, hop, génial. Je peux tracer la triangulation, je peux activer le shading. Et du coup, shading, ça me crée une espèce de cell shading qui va être plutôt sympathique. Et moi, vraiment, ce que je préfère faire, c'est avoir tout ça. Puis là, je vais dans luminance, je me choisis des couleurs. Et du coup, tout ce que je vais animer, bien évidemment, tout ce qui va être déformation, tout ce qui va être bah ça va être gardé avec un super style et avec une perspective parfaite. Donc moi en tout cas je préfère largement faire de la 3D même pour des rendus After Effects dans Cinema 4D et l'intégrer dans After Effects ensuite que vraiment m'embêter à mimiquer des perspectives que je maîtrise pas forcément. Dans ces 4D il y a quand même pas mal de contrôle,
facilement créer des choses. Dernière chose avec le Sketch and Toon, c'est qu'on peut dessiner, voilà. Voilà, I like. Mettons MHS, voilà, ça c'est un vœu profond. Voilà, j'ai envie que vous vous abonniez à ma page, donc j'écris I like MHS. Et donc si je fais glisser un matériau esquisse aussi, je peux tracer le tout. Et bien évidemment le tout est en 3D et je vais pouvoir normalement contrôler tout ce qui va être dépassement, multi-tracé, etc., etc. Donc je peux aussi vraiment faire des patterns qui peuvent être très intéressantes graphiquement avec tout ce qui va être cloner. Là je mets circle cloner, je le mets en mode radial, j'en sais rien. Ça c'est vraiment à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Et normalement, voilà, là, ça me rend directement mes splines. Donc pareil pour faire de la 3D avec des trucs un peu en perspective, sympa, et puis jouer avec tous les paramètres du cloner, tout ce genre, d'effet que je trouve vraiment trop stylé. Bah, je vais pouvoir le rendre directement. Et après j'exporte une séquence d'images, je la mets dans After Effects, etc., etc. Et du coup, ce qui est cool, c'est que c'est aussi quelque chose qui est dans l'espace 3D. Donc si je fais ce qui s'appelle un turnover, donc une vraie rotation 3D autour de mon objet, ça aura l'air 2D, mais il y aura une vraie perspective 3D que je vous dis pour quelqu'un comme moi. J'arrive pas du tout à reproduire ça dans After Effects. Je suis pas dessinateur, j'ai pas d'assez bonne base en 2D, donc la triche quoi, la 3D. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a appris beaucoup de choses sur After Effects. J'avais dit en début de vidéo, voilà, peut-être qu'il y aura des gens qui vont me le faire remarquer. Oui, tu n'as pas montré comment faire un rendu. Très bien, puisque vous le voulez, on va faire un rendu et je vais vous montrer comment ça marche dans After Effects et qu'est-ce qu'on peut récupérer avec des multipasses. Voilà, ça c'est vraiment pour vous parce que cette vidéo s'appellera sûrement comment faire un rendu. Donc let's go. On va vraiment faire un truc super simple. Moi je veux juste que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Même si vous êtes totalement déchiré un jeudi soir, voilà, pour regarder cette vidéo. Même avec 35 de QI alcoolisé, ça va le faire, ça va le faire. Fine. Ok, je vais plus loin. C'est super cool, c'est vraiment génial, la plus belle animation du monde. Voilà, donc naturellement j'ai un petit is et out, mais c'est pas une vidéo sur l'animation. Fine, je suis content. Waouh, After Effects qui me fait une surprise. Je vais vouloir rendre ma boule séparément. Je vais vouloir rendre mon occlusion ambiante séparément. Donc je vais dans Effect, je vais cliquer sur Ambient Occlusion. Donc là de base je vais avoir de l'Ambient Occlusion. Ok, je suis content. Comme ça je vais pouvoir renforcer cet effet si j'en ai envie. Je vais aussi ajouter... alors comment ça s'appelle dans Cinema 4D? Désolé, je vais chercher. Ouais, en anglais je trouve plus le nom. Un masque d'objet. Dans les autres je sais le trouver, mais là je trouve plus. Object ID. Ah, peut-être dans Multipass. Eh oui, c'est directement dans Multipass, pardon. Si je le cherchais dans les effets, mais en fait, il faut l'ajouter là. Donc là, je vais ajouter Ambient Occlusion dans mes Multipass. Je peux récupérer les shadows. Et ce que je vais récupérer, donc vous voyez la profondeur. Et normalement, ça s'appelle, voilà, Object Buffer. Ça va me permettre de créer un masque directement sur mon objet. Ça, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Après, grosse précision, hein, là, ça fait, ça fait peut-être 3 ou 4 ans de ma vie que j'ai pas retouché à ça. Donc, fine. Donc, je vais tout sauvegarder au format PNG. On verra le OpenEXR dans mes vidéos Redshift et Octane, parce que c'est comme ça que
que je travaille la plupart du temps, mais là pour un rendu classique on fera ça. Donc là je vais choisir un petit chemin d'enregistrement. Je vais appeler ça voilà, tuto test, tuto test. Super. Et mes multipasses, elles vont s'appeler super multipass. Très 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 original, hein. Et maintenant, output, all frames, je choisis mon format final. J'ajoute mon masque d'objet. Donc, petit clic droit sur la sphère, Cinema 4D tag, et normalement, je crois que c'est compositing. Et là, dans Object Buffer, Enable Object Buffer 1. Et là, Object Buffer, Group ID 1. Je clique sur le rendu. Cette puissance de calcul énorme. Super, super énorme. Super cool. Voilà, donc on va bientôt pouvoir ouvrir After Effects avec notre séquence d'images. Je le répète, n'hésitez pas à regarder cette formation de Sylvain Favre. Tout le monde est content. La seule personne qui est pas trop contente, c'est oui, on montre pas les UV maps. Mais justement, les UV maps c'est chiant et il y a quand même pas mal de trucs qu'on peut faire sans. Voilà, c'est le seul défaut. Sinon, tout est nickel. D'ailleurs, c'est même pas ce qu'on pourrait appeler un défaut parce que il y a d'autres formations qui arrivent, bien sûr plus avancées, mais la plupart du temps, le temps d'apprendre toutes les bases avant de passer à la suite, il y a un petit peu de temps. N'hésitez pas aussi à checker le Behance pour regarder un petit peu les projets. Il y a bientôt des nouveaux projets super cool qui vont sortir. Il y a surtout des projets qui m'ont plu. Il y a plein d'autres taf clients qui sont pas affichés parce que pas forcément fiers ou pas forcément envie d'être appelé pour ce genre de travail. C'est un petit conseil, voilà, dans son portfolio, mieux vaut mettre que ce qui nous plaît. Tout simplement, hein. Si vous faites de l'architecture, des rendus d'architecture et que vous aimez pas bosser pour des clients d'architecture, c'est sûr que si dans votre folio il y a de l'architecture, bah on va se dire ce mec fait de l'architecture, donc on va l'appeler pour de l'architecture. C'est pour ça que par exemple bah, sur Instagram, mettez uniquement le genre de trucs pour lesquels vous avez envie qu'on vous appelle, que ce soit de la R&D, que ce soit pour des films ou des trucs comme ça. Vous voyez, ça c'était un film sur lequel on a travaillé pour Eurovia Vinci. Ben voilà, c'est quand même un style assez cool, avec des couleurs qu'on aime bien. Voilà, c'est ce genre de truc, ça fait plaisir de travailler dessus. Aujourd'hui, bosser sur du corporate que j'estime chiant, j'en ai plus trop envie. Donc voilà, ça c'est un petit conseil. Mettez, voilà, même si vous êtes super fier que vous avez réussi à faire votre challenge perso et que vous avez modélisé une bagnole entièrement, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à travailler dans la modélisation de bagnole et que c'était juste un projet perso, ben le mettez pas forcément en avant quoi. Moi il y a plein de choses que je fais qui sont pas du tout sur les réseaux, qui sont gardées, qui sont des travaux perso. Donc une fois que j'ai fini, je vais aller dans fichier, importer, fichier, et maintenant je vais aller dans mes fichiers. Voilà, donc programme, image, image 3D. On a appelé ça super, non? Ou tutoets, voilà. Donc là j'ai mes multipasses, donc j'ai uniquement l'occlusion ambiante. J'ai donc à chaque fois je clique sur la première image, vous voyez il me coche séquence PNG. Là je vais avoir mon masque d'objet, donc object buffer. Donc ça va juste être de quoi détourer ma sphère. Et dernière chose, je vais prendre mon rendu. Voilà, tac tac tac. Mon rendu 3D. Super rendu 3D. Tac. Donc première chose que je fais, c'est que j'ai mon rendu 3D et je viens le passer en luminance. Donc là vous voyez j'ai de l'alpha, je peux moi-même me créer un fond et j'ai récupéré que ma boule. Si je veux garder mon fond, bah, je viens tout simplement remettre ce fond là. Et là du coup je vais pouvoir appliquer par exemple des corrections colorimétriques uniquement sur le fond et pas sur la boule. Par exemple là si j'ai envie que le bordel
il soit un peu plus rouge, mais pas la boule, bah, je peux très bien venir appliquer des corrections sélectives, comme ceci. Voilà. Donc un des premiers avantages des multipasses. Et là, je vais pouvoir aussi renforcer du coup mes ombres en mettant mon IO en produit. Voilà, donc là j'ai encore plus d'occlusion ambiante, ça peut être pour rajouter un style. Sinon on peut aussi tout exporter. Par exemple là si j'avais juste voulu ma boule et l'occlusion ambiante. Donc là je désactive le fond. Tac, tac. Bah voilà, là j'ai juste ma boule avec le tout. Donc là c'est en mode produit, mais par exemple si je me crée un fond, tac, rouge uni, hop. Je vais désactiver ça parce que c'est vraiment ignoble. Bah voilà, je récupère ma boule et on a là vraiment l'impression que c'est en 3D parce que j'ai rajouté en post-prod mon occlusion. Voilà, si j'avais juste détouré ma boule sans l'occlusion, bah on a vraiment l'impression que c'est un truc qui vole dans l'intertridimensionnalité de je sais pas quoi. Mais en rajoutant cette ombre, ça permet de retrouver les références qu'on avait. Et donc là, je suis totalement libre sur le fond. Voilà, énorme. Discothèque de Paris, rejoignez, seulement 2 € l'entrée pour les moins de 14 ans, génial. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment on fait un rendu. Et là, bah voilà, j'ai mon animation. Comment est-ce qu'on fait rouler une boule. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y a plein d'autres super choses qu'on peut faire sur Cinema 4D. Sur Cinema 4D, on peut aussi faire des rendus qui peuvent ressembler un peu à du pixel art. On peut faire du sketch and toon comme je vous ai montré. On peut faire quantité de choses. On peut aussi faire des rendus qui peuvent un peu ressembler à du Sin City. Avec un style un peu Frank Miller, donc ça pareil avec le moteur de rendu classique. Voilà, donc ça aussi c'est quelque chose qui est propre à Cinema 4D et qui n'est... Ouais, ça c'était un vieux truc. C'était fait en quoi ça? Je pense que c'était fait en 2013 ou 2014. Mon dieu. Voilà, on peut vraiment faire des choses super cool. Et donc ce tuto, vraiment aujourd'hui, il était axé sur le Sketch and Toon et sur le low poly, et c'est des choses qu'on peut pas refaire sous Octane ou sous Redshift. Pour deux raisons, ben, la manière dont va réagir la lumière en low poly, ben, sous un Octane, ben, vous pouvez faire du low poly, ben, ça marchera pas pareil. Et si vous faites la même chose en... comment dire, en low poly, voilà, sous Redshift ou sous Octane, ça aura pas le même résultat que sous Cinema 4D. Et si vous faites du Sketch and Toon, bah vous pouvez tout simplement pas le faire aussi bien. Je retrouve des trucs. Ah, ça, énorme. Ça, énorme. Bah tiens, je vais peut-être le mettre sur Instagram. Mais ça fait partie du genre de truc que j'ai pas mis sur Instagram. Voilà, c'est un effet déformateur. Et le sound design, je l'ai réalisé avec ma bouche. Et après j'ai mis des effets, j'ai fait un truc genre... Voilà. Super anecdote dont on s'en fout. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a appris plein de trucs. N'hésitez pas à vous abonner sur MHS Prod, n'hésitez pas à suivre sur Behance, n'hésitez pas à acheter le Steam Perm Pack. Voilà, on peut faire des super trucs avec ce pack de displacement. N'hésitez pas à suivre les cours de Sylvain Favre. Et si vous ne pouvez pas faire tout ça, tout simplement parce que votre doigt est engourdi, vous ne pouvez pas vous abonner, ou si vous êtes déjà abonné à MHS Prod parce que vous aimez bien ce qu'on fait, laissez un commentaire positif et un pouce bleu. Merci, à très bientôt, ciao.